1954. L'un des tout premiers avions à réaction décolle d'Italie. C'est à l'époque ce qui se fait de mieux en matière de transport civil. Mais 26 minutes plus tard, il explose en plein vol. Bilan, 35 morts. Une équipe d'enquêteurs est chargée de découvrir pourquoi l'appareil s'est désintégré lors d'un vol de routine. Les conclusions de l'examen des débris de l'avion feront date dans l'histoire de l'aviation. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux. Aujourd'hui, dans la minute de vérité, crash d'un jet. Europe, 1954. 9h30 du matin, dimanche 10 janvier. À l'aéroport de Rome, une dizaine d'avions atterrissent et décollent toutes les heures. Le vol 781, arrivé de Singapour et à destination de Londres, est sur le tarmac. Ce Comet du constructeur britannique de Havilland est le premier jet commercial au monde. Propulsé par 4 réacteurs Ghost, cet avion peut transporter 42 personnes et voler à 800 km/h, soit presque 2 fois plus vite que ses concurrents. Pour atteindre cette vitesse, il vole à 12 000 mètres d'altitude, où la résistance de l'air est moindre. 20 mois après son lancement, 17 appareils sont en service. 9 appartiennent à la compagnie britannique BOAC. C'est le cas de celui du vol 781. À l'aéroport de Rome, les membres de la nouvelle Jet Set prennent le petit déjeuner. Parmi eux, Chester Wilmot, un célèbre journaliste de la BBC. Il vient de couvrir le voyage en Australie de la toute nouvelle reine d'Angleterre. Chester est marié et père de 3 enfants. Il est particulièrement proche de sa fille de 10 ans, Jane, sourde de naissance. Je l'adorais. Je savais qu'il passait à la télévision et qu'il écrivait des livres, mais j'ignorais qu'il était aussi célèbre. Pour moi, c'était juste mon père. À 10h18, les vérifications pré-vol ont été effectuées. Le commandant Gibson valide la feuille de contrôle. Ce jour-là, 5 vols de la BOAC, dont le 781, doivent relier Rome à Londres. Les autres appareils sont des avions à hélice plus anciens et plus lents. À 10h19, un argonaute en partance pour Londres s'élance sur la piste. À 10h30, 11 minutes après le décollage de l'argonaute, le Comet roule sur la piste. La tour de contrôle accorde l'autorisation de décollage. 1 minute plus tard, l'appareil décolle. Le vol doit durer 2h37 minutes. À 10h38, le vol 781 monte à environ 11 000 mètres d'altitude. Pour le confort des passagers, l'ingénieur dans le cockpit active un système de pressurisation. La pression dans la cabine est ainsi équivalente à celle qu'on ressent à 2500 mètres. Un niveau aisément supportable par l'organisme. Alors que l'appareil prend de l'altitude, le commandant Gibson reçoit un message du commandant Johnson, parti quelques minutes plus tôt avec l'argonaute. Ojig, bien reçu. Les pilotes utilisent les noms de code des appareils, Ojig pour l'argonaute et Yokpeter pour le Comet. Merci de m'indiquer l'altitude de la couche nuageuse. Nous sommes à 20 000 pieds. Nous vous le dirons quand nous l'aurons traversé. Bien reçu, terminé. À 10h51, le commandant Gibson contacte de nouveau l'argonaute. Ojig, ici Yokpeter. Yokpeter, ici George Ojig. Ojig, vous avez reçu mon... À 200 km au nord-ouest de là, sur l'île d'Elbe,
des pêcheurs italiens sont en train de réparer leur filet. Ils sont soudain surpris par le bruit d'une explosion. Stupéfaits, ils regardent les débris d'un avion en flammes tomber du ciel. Midi, en Angleterre, la famille de Chester Wilmot arrive à Heathrow pour accueillir le reporter de la BBC. Le vol 781 est annoncé comme ayant du retard. 13h30. Le vol 781 aurait dû atterrir il y a plus d'une heure. Jane Wilmot voit soudain que le vol 781 n'apparaît plus sur le panneau. Elle va se renseigner au comptoir de la BOAC. J'ai demandé pourquoi il n'était plus sur le panneau, pourquoi il avait disparu. Qui t'accompagne? Va chercher ta mère. Je parlerai à ta maman. Edith Wilmot est emmenée dans une pièce à l'écart. Ses enfants attendent à l'extérieur. Quelques minutes plus tard, Edith revient, visiblement choquée, les larmes aux yeux. Mais chérie, il y a eu un accident. Elle explique à ses enfants que leur père est mort. Je n'arrivais pas à y croire. Je savais qu'il rentrait pour mon anniversaire. En Italie, les pêcheurs commencent à récupérer des corps. Au total, 35 personnes ont péri dans le crash du vol 781. Il n'y a aucun survivant. La catastrophe fait la une des journaux du monde entier. Tout le monde se demande comment l'avion le plus moderne de l'histoire de l'aéronautique a pu ainsi tomber du ciel. Aujourd'hui, en étudiant les résultats de l'enquête, nous pouvons vous révéler ce qui s'est réellement produit lors de la catastrophe du vol 781. Paul Weasey est un métallurgiste aéronautique. Pendant 6 ans, il a étudié l'enquête sur l'accident du Comet et ses répercussions sur la sécurité aéronautique. Il aimerait être sûr que les conclusions de l'époque étaient fondées. En 1954, il n'y avait ni boîte noire, ni enregistreur de vol. On ne pouvait pas savoir ce qui se passait dans l'avion au moment de l'accident. Le meilleur indice, l'épave, repose au fond de la Méditerranée. Les enquêteurs devront donc élucider ce mystère avec très peu de preuves matérielles. Les pêcheurs italiens apportent leur témoignage. J'ai vu une grosse boule de fumée plonger dans la mer. Les déclarations du pilote de l'Argonaute compliquent l'énigme. La communication a été coupée au milieu d'une phrase. Il n'y avait plus rien. Et le mystère s'épaissit avec les victimes elles-mêmes. Quelques heures après l'accident, le docteur Anthony Fornari, médecin légiste, examine les corps. Au cours de sa longue expérience, jamais il n'a vu une chose pareille. Les victimes portent des marques de fracture du crâne qui sont antérieures à la mort. Il découvre également un autre indice curieux. Les poumons de la majorité des victimes ont éclaté comme des ballons. Tout ceci le laisse perplexe. Avec si peu d'indices, les enquêteurs sont dans l'impasse. Le Premier ministre Churchill ordonne à la Marine nationale de renflouer l'épave du vol 781. L'épave gît à 120 mètres de profondeur et personne ne sait exactement où. Le Wrangler, un contre-torpilleur britannique, explore une zone de 260 km². Le 12 février, 33 jours après l'accident, des experts de la marine localisent les premiers débris de l'épave. Pendant plusieurs semaines, des fragments de l'appareil sont expédiés en Angleterre pour y être examinés. À Londres,
Les comètes sont toujours clouées au sol. La BOAC perd 50 000 livres par semaine. Les enjeux financiers sont tels que le 23 mars, 10 semaines après le drame, le gouvernement donne son feu vert pour que la BOAC reprenne ses activités. C'est une terrible erreur. Alors que les enquêteurs cherchent toujours des indices, le 8 avril à 18h32, 16 jours après la reprise des vols, un autre comète décolle de Rome à destination de l'Égypte. 33 minutes plus tard, le pilote indique qu'il vole à 11 000 mètres d'altitude. Ce nouvel accident fait 21 victimes. Les similitudes sont troublantes. Les deux avions volaient à environ 10 000 mètres d'altitude et se sont abîmés en mer peu de temps après le décollage. Il semble évident qu'il faille envisager un défaut de conception de l'appareil. Churchill prend des mesures. Il confie l'enquête au RAE, le plus important centre britannique de recherche en aéronautique. Sir Arnold Hall dirigera cette enquête. Chercheur à Cambridge, c'est l'un des plus grands scientifiques de sa génération. Sir Arnold Hall est un brillant scientifique. Un homme qui juge sur les faits et pas sur des opinions. La seconde épave gît par 1000 mètres de fond et ne pourra pas être renflouée. Les enquêteurs pensent que s'ils